Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Ramzan autour d'une discussion sur la prépa, les grandes écoles, le modèle des agences, plus spécifiquement des agences de design, et une discussion entre amis tout simplement. Salut Ryan, je suis content de te revoir ici. Pour me présenter rapidement, là je sors de 2 ans de classe préparatoire, à Montpellier, une petite prépa, à la suite de laquelle j'ai intégré l'ESCP. Pendant ces années de classe préparatoire, j'ai lancé ma boîte qui s'appelle Scalable. C'est une agence de design. On accompagne les entreprises dans leur scalabilité, justement à travers le design. Donc on les accompagne, 1 sur une thématique de rebranding, 2 sur, un accompagnement sur les sites internet. Donc c'est-à-dire qu'on fait le design de leur site internet, mais aussi le développement. En gros, demain tu as un site internet, on s'en occupe. Et j'ai également été, sportif de haut niveau à Montpellier. J'ai fait du judo, comme toi d'ailleurs, tu as fait Et du c'est comme golf. ça qu'on se Ouais. connaît, ouais, ça. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour et je te laisse te présenter toi aussi, c'est important, pour qu'ils sachent à peu près qui tu es. Voilà, bah, moi c'est Ryan, donc on se connaît avec Ramzan depuis Montpellier, parce que moi aussi j'étais à Montpellier en études, en études et en sport-études, pardon, en golf. Lui il était en judo. J'avais 2 ans de plus que lui, donc j'ai fait la prépa avant lui. Une fois que je suis arrivé à l'ESCP, Ramzan m'a demandé s'il pensait que la prépa était faite pour lui, donc je l'ai poussé à en faire une. Il a vraiment bien réussi sa prépa. Aujourd'hui, on est ensemble à l'ESCP et donc moi maintenant, je suis dans un parcours beaucoup plus classique que Ramzan qui n'est pas en entrepreneuriat, mais qui sont les fusions-acquisitions. Voilà. Très bien, on peut commencer. Donc pour le contexte, nous on se connaît parce qu'on vient tous les 2 de Montpellier. On Mmh. était tous les 2 sportifs de haut niveau, donc toi en judo, moi en golf. Je t'ai un peu suivi pendant toute ta prépa quand moi j'étais déjà à l'ESCP, donc c'est un plaisir que tu aies rejoint Ouais. l'ESCP, je t'ai vu grandir, c'est super. Mmh. Et donc si on revient un petit peu à la genèse de ton histoire, pourquoi avoir décidé de rentrer dans ce système des grandes écoles et pourquoi avoir été en prépa? À vrai dire, à la base, enfin, on en a parlé, hein, mais j'étais pas du tout destiné à ce monde-là. Moi, je voulais franchement faire que du judo, être vraiment focus, sportif, sportif de haut niveau et pas du tout, être dans les études. Ce qui s'est passé, c'est que, enfin, j'ai eu une blessure en terminale, ce qui fait que je me suis dit: «Bah, pourquoi pas les faire de grandes études?» parce que j'avais énormément de facilité, en fait, dans mon parcours scolaire. Et j'ai échangé avec toi, en fait, et tu m'as parlé de la classe prépa et je me suis dit qu'en fait, pourquoi pas? Je tente le truc parce que dans tous les cas, qu'est-ce que j'allais faire? Aller à la fac. Du coup, je On tente crache la pas sur prépa. la fac, mais Oui, on crache pas sur la fac, mais j'étais inscrit dans une licence qui m'intéressait pas du tout, en fait. C'est ouais. pour ça. Du coup, je tente la prépa parce que j'ai toujours eu ce côté un peu commerce. On m'a dit que plus tard, il y avait des disponibilités, enfin des possibilités, en entrepreneuriat. Moi, c'est ce qui m'a intéressé depuis toujours, donc je me dis: «Pourquoi pas?» Je lance le truc. Je passe mes concours et aujourd'hui, je suis à l'ESCP, donc franchement Et content. tu penses pas que c'est plus profond que ça? Parce que moi j'ai un peu le même parcours. Bon moi c'était pas une blessure, j'ai juste essayé Mmh. de passer pro, j'ai pas Ouais. réussi. Je voulais faire que du golf aussi, je voulais passer pro. Et donc je suis parti en prépa, mais surtout dans le but de me dire: «Ça va être un autre moyen, de tryhard un peu et de retester mon mental, de retourner dans la compétition». Alors qu'à la fac, c'est un examen. Moi, je trouve Oui. que surtout la différence entre la prépa, c'est un concours, donc Mmh. il faut être meilleur que les autres, et alors que les autres systèmes, c'est un examen. Et je Mmh. trouve que les anciens sportifs de haut niveau performent bien en prépa, et c'est pour ça que je t'ai conseillé aussi la prépa au Mmh. départ et que je t'ai rassuré en disant que c'était typiquement pour ta mentalité. Ouais, 100 100. Je pense que ce côté compétitif, on le garde un peu tout le temps, que ce soit dans le business, dans Ouais. le sport et tout. Peut-être que le fait que je sois bloqué, que je sache qu'en fait le sport c'est fini pour moi, enfin du moins au niveau, le niveau que je visais, je me suis dit: «Ouais en fait pourquoi?» Il y a ce truc là, c'est peut-être plus profond, peut-être le fait d'avoir cette compète et je l'ai vu normalement en fait, pendant la prépa, je me disais en fait, si je suis pas le premier, enfin ça vaut pas le coup. Donc en fait ce truc là si franchement je suis tout à 100 d'accord. Ouais, et donc est-ce que tu conseilles justement la prépa à tout le monde? Et sinon pourquoi? Je pense qu'il y a ça dépend les objectifs, OK? Si on veut intégrer une école une top, 10-15 qui, n'a pas besoin d'énormément de tryhard, d'énormément de facilité à l'école à la base, mais qu'on aime juste un peu travailler, pourquoi pas? La prépa est ouverte à tous. Par contre, quand on vise des écoles comme HEC, ESSEC ou ESCP, qui sont les parisiennes, je pense qu'il y a ce truc, il faut avoir une certaine dalle en fait, une certaine envie qui fait que on on recule pas, on fait que travailler parce qu'en fait, la prépa c'est assez difficile. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu énormément de facilité. Mais je vois autour de moi qu'en fait, la prépa, c'est énormément de tryhard en vrai, Mmh. et qu'on compete, enfin un peu un anglicisme un peu chiant, mais on compete avec des mecs qui, sont prêts depuis toujours, qui sont dans les meilleurs lycées depuis toujours, même dès le collège en fait, on les prépare à rentrer dans ce système-là, et ça aussi, ça me faisait bander en fait, de se dire que je suis dans le même parcours, quoi. Bien sûr. Je suis assez d'accord avec toi. Il faut avoir un petit peu ce côté-là de résilience aussi. Je trouve qu'il y a une phrase de Napoléon qui résume bien tout ça, c'est, «La victoire appartient à celui qui tient le plus longtemps». Ouais, En prépa, la prépa, c'est un peu un marathon couru à la vitesse d'un sprint, tu vois? ouais.
Et donc, il faut avoir ce côté-là de pas avoir peur de se prendre des portes, Ouais. pas avoir peur de l'échec et surtout avoir envie d'être meilleur que les autres, Mmh. comme dans le sport de haut niveau ou Ouais, l'entrepreneuriat, quoi. ouais. Donc C'est ton ç parcours, en fait, il est super cohérent autour de quelques principes de base. mmh. Ouais, ça se transpose, et là, je le vois encore plus, dans l'entrepreneuriat parce qu'en gros, le judo, ça a été difficile, les entraînements sont difficiles, mais j'ai eu des facilités. La prépa, j'ai eu ces facilités-là, mais en fait, je me rends compte que, quand tu as pas les facilités, notamment dans le business, parce qu'en gros, certes, il y a un certain charisme à avoir qui fait que tu as des facilités et cetera, qui feront qu'un certain businessman sera plus performant qu'un autre juste par certaines facilités. Mais là, par exemple, dans le design, enfin dans le business plus généralement, j'ai quand même des limites. J'ai pas les mêmes facilités que j'avais dans d'autres domaines. Et là, je me rends compte qu'en fait, la dalle, c'est très important, et que ce truc-là de toujours aller plus profond, d'aller chercher, de regarder ce que font les autres pour faire toujours mieux, ça se transpose, en fait, directement. Mais en fait, c'est inscrit en nous, quoi, Ouais. c'est ça. Et donc toi qui as un petit peu réussi la prépa en venant pas forcément d'un milieu qui était Mmh. destiné à la prépa, est-ce que tu aurais un conseil qui s'applique un peu de manière générique à tous les étudiants en prépa? Mmh, de pas se perdre, je pense. Il y a beaucoup ce truc, parce qu'en fait, il y a on va regarder les podcasts, qu'il y a sur, en ligne, que ce soit Major Prépa, Virage Prépa et cetera. Il y a souvent les mêmes conseils qui reviennent et cetera. Moi, ce que je donnerais, c'est de pas se perdre. Un peu plus philosophique, mais il y a souvent ce truc de: «Je vais viser HEC, SEC, ESCP», on sait pas pourquoi et ça, c'est très dangereux. C'est peut-être, dans quoi j'ai failli tomber. Et certaines il y a beaucoup de personnes tombent dedans, finissent même en dépression et tout, s'ils atteignent pas les écoles qu'ils veulent. Je pense qu'il faut pas se perdre dans la prépa, savoir pourquoi on a commencé, parce qu'en fait, il y a des moments où c'est très, très dur et moi, c'est un peu un mantra, un motto que j'ai, c'est que, faut toujours se rappeler pourquoi tu as commencé. Le judo, c'est ce qui s'est passé. Quand c'était très, très dur que je voulais arrêter, je me rappelais pourquoi je voulais commencer. La prépa, c'était pareil et le business, c'est encore plus relevé. OK, c'est peut-être personnel, mais c'était quoi ce justement ce truc-là? De quoi? Pourquoi tu faisais tout ça? La prépa ou À chaque partie de le judo, c'était, parce que, enfin, j'ai eu un parcours assez difficile. Moi, je suis d'origine, tchétchène et ce qui fait que j'ai un parcours, qui n'est pas, normal. Je me suis dit que je viens de loin et que fallait que je montre que j'en ai dans le ventre et dans la tête aussi, et rendre fier un peu ma famille, je pense. L'école, c'était parce que pour les mêmes raisons. Hem, Montrer ce que j'ai dans le ventre, me dire que j'ai pas fait tout ça pour rien, qu'on n'est pas venu de la Tchétchénie, juste pour, Mmh. enfin voilà quoi, avoir une, vie, simple, enfin le French dream. Et le business, pourquoi je commence ça? Parce que j'ai toujours eu ce besoin de liberté. Hem, j'ai eu beaucoup de mal, à me projeter dans le salariat, même si en vrai j'ai eu des stages, en VC par exemple, qui ont été très intéressants chez Serena Capital. Qui ont été hyper intéressants, mais il y a toujours ce truc de, je me fais seul, je travaille seul, je me mets à fond dans mon projet et ce que je me dis, c'est que pour avoir la liberté que je vise, pour pouvoir transmettre la vision que j'ai sur le monde, enfin sur le monde plus globalement, mais aussi dans le design et cetera, bah, il faut que je le fasse seul. Parce que bien qu'on peut rejoindre une entreprise qui correspond à nos valeurs et cetera, je pense que lancer son propre projet, c'est quand même plus simple, pour amener sa vision, bien sûr. OK, très bien. Donc si je résume, si je te suis bien, c'est à la fois que tu avais le ventre creux Ouais, et que tu avais besoin de liberté. ouais, c'est ça. OK, très bien. Et donc aujourd'hui, donc tu es à l'ESCP, tu es entrepreneur. Comment ça se passe? Et concrètement, quelles sont les prochaines étapes pour toi? Alors, si je te fais le on va repartir déjà un peu de quand j'ai commencé Scalable. Scalable, j'ai commencé ça en prépa. Ce qu'on a fait, c'est que on s'est lancé en avril 2024. D'avril 2024 à décembre 2024, en fait, c'était, trouver ses premiers clients et cetera. Donc ça a plutôt bien marché. Maintenant, depuis janvier à aujourd'hui, ben, on a déjà accompagné plus d'une quinzaine de clients, que ce soit sur des accompagnements, sur des postes, pour un branding, un rebranding. Souvent de l'identité visuelle, donc on refait le logo, on refait les couleurs, on rebrande totalement la boîte et on va sûrement mettre des exemples là sur la caméra pour montrer des projets qu'on a fait, de rebranding, totaux qui font qu'en fait, on a réussi à travers le design à rendre une boîte scalable. En fait, ce qu'on veut et notre vision, c'est qu'on bloque pas une personne à travers son design. Si une personne veut passer de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000 avec, un quelconque indicateur, beh, qu'on réussisse à le faire à travers le design. C'est ce qu'on a fait là de janvier à aujourd'hui. La vision, que j'ai, c'est pour, Q3 2026, bon c'est un peu loin, mais, d'accompagner une centaine de clients. Je pense que ça va se faire et l'ESCP aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement?
Là, ça fait qu'1 mois que j'ai fait ma rentrée. J'ai un peu de mal, je me suis un peu intéressé à l'incubateur de l'ESCP. Ce que j'aimerais bien, c'est d'être la référence en école de commerce pour le design. C'est-à-dire que ce soit les postes des, écoles, des assos, ou tout ce qui est lié à la vie étudiante plus globalement, mais que je sois cette référence-là. Hem, c'est ce que je commençais à faire, notamment en faisant des logos de certaines associations, que ce soit, à l'ESCP, même dans d'autres écoles comme Centrale, par exemple. Mmh, à moyen terme, ça serait ça, oui, d'être la référence en école de commerce, des du design. À long terme, apporter une toute nouvelle vision, au modèle d'agence. En gros, ce que j'ai vu dans le modèle d'agence, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit. Hem, donc, si tu veux, je te les avance. Premier truc, c'est, sur le pricing. Il y a un manque de transparence. C'est que, soit tu vas avoir un freelance, OK? Le freelance va te facturer un TJM, un taux journalier moyen, et ce qu'il va faire pour, gonfler la facture, c'est qu'il va, te facturer beaucoup plus d'heures, et qu'il a réellement passé sur ce projet-là. Donc ça, c'est un manque de transparence, qui est assez, enfin assez difficile et en fait, ce problème-là, il vient du fait que les entrepreneurs, les boîtes, quand elles vont voir, un freelance ou une agence, en fait, ils savent pas ce qui se passe derrière et nous, on est là justement pour éclaircir, rendre transparent, en fait, ce qui se passe vraiment derrière. Je vais t'expliquer un peu plus tard, comment on fait, concrètement, pour pallier ce problème-là. Le deuxième truc, c'est que les agences qu'elles font, souvent souvent, ce que j'ai vu moi des mecs qui sortent d'HEC, SEC ou SCP, c'est qu'ils ont, ou même d'autres écoles, enfin qui ont pas fait de design dans leur vie. Moi, j'ai commencé le design quand j'avais, 9 ans, je crois, ou 10 ans. Mon premier ordinateur, le premier truc que j'ai fait, c'est apprendre le design. Je faisais les logos et les bannières des mecs, qui avaient des vidéos, enfin qui faisaient des vidéos, sur Minecraft, et depuis ce jour, j'ai jamais arrêté. Donc j'ai à peu près, 10 ans d'expérience. Les mecs qui taffent avec moi aussi, on a 40 ans d'expérience cumulée ensemble. Et en fait, souvent, tu vas voir que dans les agences, il y a des mecs qui n'ont pas réellement d'expertise dans le design. Ils savent utiliser vite fait, Photoshop bien sûr, Figma, Illustrator, mais ils ont pas cette patte-là et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher des freelances, et ce qui va se passer, c'est que supposons que toi, demain, tu as une boîte, tu lances une boîte, tu vas aller voir une agence de design. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te facturer 1 500. Elle va garder 500 dans sa poche et 1 000 ou partira pour le freelance, par exemple. Et ce truc-là, en fait, j'ai envie de l'effacer. J'ai envie de montrer que, on peut taffer avec des boîtes, qui sont pas hyper chères, sans être cheap, OK? C'est qu'en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte un vrai accompagnement, qui rend la boîte scalable. Si ça rend pas la boîte scalable, on le fait pas. Le pricing, il est totalement transparent. C'est des pricing, fixes, qui sont, très clairs dès le début. Le client, il a une vision totale sur ce qui se passe, sur les équipes. Il sait très bien si on va appeler un freelance sur une, thématique qu'on ne maîtrise pas. Mais bon, la plupart des thématiques, pour l'instant, on les maîtrise, que ce soit. Enfin, si je te fais le résumé, moi, je fais énormément de branding sur le côté un peu corporate. Je taffe avec 2 autres personnes, un brand designer, un graphiste en gros, qui fait aussi du motion design et on a à côté un dev, qui lui s'occupe, de développer les sites, qui fait aussi du branding et en fait, on a tous les 3 une vraie expérience. On a vraiment taffé dedans et on n'est pas là à facturer des trucs qu'on ne maîtrise pas et c'est souvent ce qui se passe dans le modèle d'agence. On essaie de facturer toujours plus, on essaie de chercher à chaque fois la limite et ce qui est compréhensible dans le business, c'est ce qui se passe, mais il faut que ça soit transparent. Il faut que le client sache ce qu'il paye, pourquoi il le paye, combien il paye et est-ce que si, je m'appelle, j'en sais rien, Legal Place et qu'on sait qu'en fait j'ai du cash et cetera, est-ce que je vais être facturé plus cher, qu'une autre boîte qui on sait qu'elle a moins de sous pour le même projet, pour le même livrable? Donc c'est ça qu'on essaie d'effacer en fait, à long terme. OK, C'est un je peu vais te la poser vision que une j'ai. question, un petit peu vicie. Si tu devais me résumer ta boîte en juste une phrase pour que tout le monde comprenne, ce serait quoi? Et aussi, quelles sont, les différences, entre toi et les autres personnes qui font ton métier? En une phrase, on est une agence de design bullshit free. Mmh, qui accompagne réellement les entreprises dans leur scalabilité à travers le design. Très bien. Et donc qu'est-ce que tu, apportes en plus que les autres personnes qui font ton métier? Ce qu'on apporte en plus, c'est déjà énormément de fraîcheur. Hem, il y a aussi un autre problème dans le design, c'est qu'il y a beaucoup de trends,
C'est-à-dire que quand il y a une trend, on va souvent mettre une marque, on va essayer d'incruster une marque dans une trend, alors que ça se trouve, ça lui correspond pas vraiment. Mmh. La marque peut se périmer au bout de 2 à 5 ans, c'est dangereux. Nous, on essaye vraiment de rentrer pile dans le scope, en fait, de l'entreprise. Ce qu'on apporte de plus, justement, c'est le pricing qui est transparent. Si tu vas voir une autre agence, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te proposer un call. Elle va étudier qui tu en fait, en gros, elle va creuser à peu près pour savoir, qu'est-ce que tu fais. Elle va même savoir combien tu gagnes peut-être, en parlant un peu. Les mecs assez expérimentés le voient et elle va facturer par rapport à ça. Nous, c'est transparent dès le début. Quand tu rentres dans ton call, tu sais à peu près combien tu vas payer. Bien sûr, il y a un peu de variabilité, mais c'est assez fixe. Donc il y a cette transparence-là qu'on apporte et on accompagne réellement le client et le client est avec nous tout le long du process. C'est-à-dire qu'il a une vision totale. Supposons que demain, tu veux savoir ce qui se passe, hem, tu peux directement voir à quelle étape du projet on est. En fait, on a un Notion sur lequel on montre, en fait, dès que le designer a fini de taffer enfin, qu'il a fini de faire son taf, nous, enfin, pour nous et pour le client, ce qu'on fait, c'est qu'on soit on fait des vidéos, avec Loom, soit on fait des screenshots, c'est souvent des screenshots d'ailleurs et on voit à peu près où on en est et le client a accès à ce truc-là. Bien sûr, tu vas peut-être te dire: «Ouais, mais comment tu fais pour les clients chiants qui veulent, micromanager un peu?» Et c'est ce qui arrive très souvent. En fait, J'imagine. on choisit, en fait, nos clients et c'est à partir de là qu'on fait enfin, qu'il y a pas pour l'instant, ce modèle-là marche bien et on pourrait me dire: «Tu es assez enfin, tu vois un peu grand peut-être, tu es un peu arrogant, tu as accompagné qu'une quinzaine de clients, donc peut-être que ce modèle-là marche pas à long terme». Mais moi, je pense que c'est possible et j'ai envie de montrer que c'est possible et c'est justement ce défi-là, ce challenge-là que je suis, en fait, tous les jours. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a un peu un risque dans tout ce qui est design et stratégie de marque, qui est l'uniformisation des logos? Moi, j'ai un œil totalement extérieur à tout ce monde-là, je viens pas du tout de ce monde-là, mais je vois que les logos, globalement, ils suivent quand même tous des tendances, Oui, d'uniformisation dans le sens très minimaliste, très épuré et tous les logos se ressemblent plus ou moins oui. et je pense qu'avec l'IA notamment, en plus, ça va amplifier ce phénomène-là de d'uniformisation. Tout le monde aura les mêmes idées, plus ou moins le même logo et toi, justement, comment tu fais pour un petit peu aller à contre-courant de tout ça et proposer des logos authentiques? Le minimalisme, il arrive aujourd'hui, enfin, déjà, il faut expliquer pourquoi, en fait, on est rentré dans ce minimalisme-là. Ouais, Ce qui se passe, c'est que on est dans une société où il y a énormément d'informations de partout. Pour rester dans l'esprit d'une personne, faut rester le plus simple possible. Faut éviter de mettre, des tunnels quand on parle avec une personne et cetera et ça marche aussi dans le design. C'est pour ça qu'en fait, on est entré dans cette ère-là du minimalisme, de faire le moins possible, less is more, en fait. Dans le design, on dit souvent ça, ouais, less is more et même partout. Hem, on essaie d'en montrer le plus avec le moins et en fait, c'est ce qui s'est passé notamment avec les marques de luxe. Il y a toutes les marques, Balmain, Chanel et cetera, si tu regardes, leur logo a beaucoup changé. Il il y est a devenu le plus simple énormément. possible. Mais en fait, les marques se perdent à travers ça. Ce qu'il faut faire, c'est apporter du minimalisme là où il le faut, mais aussi, on parlait des trends tout à l'heure, s'accorder de temps en temps quand même, un peu de folie. Il y a eu, la trend du maximalisme, il y a 2 ans 2 ans et l'année dernière aussi et même, en ce moment en fait, on essaye souvent de remettre un peu de maximalisme, remettre du minimalisme. C'est souvent des trends, en fait, dans le design. Ce qu'il faut, c'est de réussir à avoir cet équilibre et en fait, comment ça se passe? C'est avec une réelle expérience. Ce que tu fais, c'est que, si tu vois ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, si tu as un œil, enfin un avis sur ce qui s'est passé et même il y a 50 ans, 100 ans, c'est très important, lire des livres notamment pour savoir à peu près ce qui se passait, comment étaient les logos à cette époque-là. À partir de ce moment-là, quand tu as cette expertise, cette vision-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux réellement accompagner une boîte. Tu peux savoir est-ce que le minimalisme, ça va marcher pour elle ou est-ce que c'est mieux de faire du maximalisme et cetera. Il y a certaines boîtes qui vont dans le minimalisme et c'est très bien pour elles, mais il y en a d'autres qui doivent pas le faire. Par exemple, qu'est-ce que tu penses du rebranding de Jaguar? C'est exactement ce dont j'allais te parler justement. Le rebranding de Jaguar, c'était un vrai échec. C'était un vrai échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, le logo n'allait pas du tout vers la cible et ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on fait nous de notamment avec Scalable, c'est qu'on a un vrai échange stratégique avec la personne de 30 minutes à 1 heure. On sait à peu près, enfin, on sait très bien, pardon, quelle est la cible, à qui on s'adresse, pourquoi on fait quel message on veut transmettre, quelles sont nos valeurs. Et Jaguar, si on regarde, la clientèle, c'est pas du tout des personnes qui veulent un logo minimaliste, en fait. Jaguar, ça a été ancré dans la tête des personnes avec ce Jaguar-là, un peu cette typographie, qui ressort souvent avec, du chrome autour et ça ne marche pas du tout et tout le monde l'a vu, tout le monde a parlé de Jaguar quand c'est sorti et ça a fait même scandale et si tu es au courant aujourd'hui, c'est que vraiment, on voit que
le design est hyper important aujourd'hui, que les personnes lambda peuvent même s'en rendre compte si c'est pas en accord avec la Mais de cible, toute quoi. façon, le marché s'en est rendu compte, Directement, ouais. 2 semaines après, l'action a fait le spa, Oui a perdu énormément, quoi. Hem, et par rapport à l'IA, pour rebondir sur l'IA, ouais, bonne question ça. hem, il y a une peur et c'est une question qu'on me pose souvent à l'ESCP. «Qu'est-ce que tu penses de l'IA? Qu'est-ce que tu apportes toi par rapport à Midjourney?» et cetera. L'IA aujourd'hui, moi ma vision en tout cas, c'est que l'IA aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a une base de données énorme sur lequel elle va se baser et elle va produire des logos à partir de ça. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, on aura tellement de logos qu'en fait l'IA, quand on pourra faire un prompt vraiment, en accord avec, notre vision, elle pourra le faire. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on a dans le ventre, quand on pense à une boîte, quand on pense à un branding, supposons que toi, demain, tu vas lancer ta boîte, je sais pas, une boutique d'M&A par exemple, tu auras une certaine vision et beh, aujourd'hui, l'IA n'est pas capable d'avoir cette vision-là. Ce que tu as dans le ventre, l'IA, elle arrive pas à le traduire. Il faut de l'humain pour voir ça. Il faut échanger, il y a des mots qu'en fait, que tu vas sortir pendant un échange, que tu vas pas utiliser avec l'IA pendant sur un prompt et tout, même en réfléchissant énormément. C'est ce côté-là humain qu'on apportera. Est-ce que, dans 10 ans, 50 ans, l'IA n'arrivera pas à faire ce qu'on fait? Je sais pas, sincèrement, parce que l'IA va très vite et franchement, je veux pas être du côté des, en fait, je veux pas être du côté des pessimistes, qui se disent: «Ouais, l'IA va tout remplacer et cetera, on est tous morts et tout» et pas non plus être dans bah, l'IA c'est génial, faisons que de l'IA et cetera. Faut trouver un équilibre. Nous, on utilise l'IA dans nos projets, notamment pour les illustrations et cetera, mais pour les logos, on les utilise jamais pour l'instant et je pense qu'à long terme, même dans 50 ans et tout, il y aura toujours ce truc où on se dit: «Je parle à un expert, je sais de quoi il parle, hem, si j'ai envie de faire des changements précis, je le ferai plutôt avec un designer plutôt qu'avec l'IA». Donc faut pas en avoir peur pour l'instant. Je pense que sur les 5 prochaines années, au moins, on est safe. Les designers, on est plutôt safe sur ce point-là. Ouais, je pense aussi que si tout le monde utilise l'IA, il y aura tout le monde aura le même logo et donc il y aura des humains qui viendront proposer des choses différentes. Ouais, Enfin, c'est juste, encore une fois un outil enfin, c'est de la destruction créatrice, quoi. ouais, Ça va détruire les nuls et ça va laisser que les forts qui vont innover. ouais, c'est ça, OK. 100. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une, montée de l'entrepreneuriat, que ce Ouais. soit dans la population civile et plus spécifiquement dans les grandes écoles. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes justement qui veulent se lancer? Parce que toi, tu t'es lancé très tôt. Mmh, quand tu vas vouloir lancer un projet, quand tu vas parler de ton projet autour de toi, il y a énormément de personnes qui vont dire A, B, C, D, Y ou Z. Enfin, ils vont donner des conseils, quelconques et souvent une personne va contredire une autre. Ce qu'il faut faire dans ces situations-là, c'est d'entendre tout le monde. On entend ce que tout le monde nous dit, parce qu'en fait, il nous faut un retour sur, ce que pensent les gens et cetera et c'est peut-être une erreur que j'ai faite au début. C'est que je me disais, «Moi, je suis designer depuis, mes 10 ans, je sais ce qu'il faut faire et cetera». Mais c'était une erreur, il me semble. Donc en fait, il faut entendre tout le monde, mais ne pas les écouter non plus. Ne pas se borner à ce qu'ils nous disent, de tenter en fait un truc, se mettre à fond dans ce truc-là, d'avoir une vision qu'on poursuit à long terme et de rester dedans. On a toujours je vais avoir un conseil un peu, bullshit, un peu viral, on a toujours des moments de creux où on se dit: «Ouais, faut continuer», mais en fait, c'est réel. Moi, sur mes premières années enfin mes premiers mois, pardon, de design, ça s'est déroulé assez facilement, étonnamment. Mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Paradoxal parce que je me serais dit qu'en fait, en arrivant à l'ESCP, j'aurais énormément d'opportunités qui s'ouvrent, mais en fait non et c'est dans ces moments difficiles-là qu'il faut réussir à se remettre en question, hem et de mettre en place des trucs, mais rester dedans, quoi. Genre, faut pas se dire, «Lui, il m'a dit ça, bon, ben je le fais, ça a pas marché, je fais un autre truc». Si tu dis que ce truc va marcher, tu restes dedans, c'est tout. Tu vas à fond dedans pendant 3 mois s'il faut, hem mais il faut avoir une vraie vision, poursuivre son projet, poursuivre, ce qu'on a dans le ventre. Est-ce que tu penses que, la prépa, ça t'a permis enfin, ça t'a aidé pour entreprendre? Moi, je pense qu'il y a un peu 2 visions là-dessus. C'est que d'abord, il y a des gens qui en prépa ont appris d'abord à se protéger, plus et d'autres qui ont justement appris à être plus résilients. Donc je pense que la prépa n'aide pas forcément à entreprendre, mais j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Quand je suis arrivé en prépa et que j'ai parlé à mes profs du fait que j'ai envie de lancer ma boîte, ils m'ont tous dit: «Mais fais pas du tout ça, tu pas ton objectif». Moi, à la base, quand j'étais arrivé, j'avais dit qu'il me fallait une parisienne ou rien. Les profs m'ont dit: «Enfin, lance pas ta boîte, tu auras tout ton temps en école de commerce». Et même le modèle de prépa tout court, fait qu'en gros, on se dit: «Il y a que la prépa et on fait rien d'autre». Faut mettre toute sa vie dans la prépa et même, en fait, on est très borné
C'est-à-dire que la prépa, c'est des clous, en gros. C'est on rentre dans des clous et on Exactement. trace. Moi, je pense que le fait d'avoir lancé ma boîte pendant ma prépa m'a justement, permis d'avoir du recul un peu sur, la prépa et ça m'a justement aidé. Mais est-ce que la prépa aide pour entreprendre? À part le fait d'être résilient, comme tu l'as dit tout à l'heure, de persister même quand ça marche pas, je pense pas réellement que ça aide. Au contraire, sur ce côté-là de résilience, de continuer, oui, ça m'a aidé à la prépa, mais il y a bien un truc que j'ai perdu en prépa, c'est un peu de créativité. J'avais il me semble énormément d'imagination, de créativité, avant d'arriver en prépa. Je cherchais souvent, le passage en fait qui n'était pas dessiné sur la carte et en fait ce truc-là, j'ai un peu perdu en prépa. On me disait, si tu as une certaine question, tu dois répondre d'une certaine manière et jamais on essayait de répondre d'une autre manière à cette question-là. C'est un gros problème, en prépa et dans l'éducation française, il me semble, plus globalement. Et c'est assez bâtard parce que pour être un grand entrepreneur en France, ne pas passer par les bonnes écoles peut être vraiment très préjudiciable. Ouais, très préjudiciable si on regarde aujourd'hui les licornes et tout. La plupart, sortent des grandes écoles. HEC, SEC, ESCP, comptabilise, enfin, une Même bonne en partie école des d'ingé, surtout ou en en école école d'ingé d'ingé d'ailleurs. principalement. Mmh et souvent, on verra des podcasts, mmh, d'infopreneurs qui disent: «Ouais, l'école, c'est le pire truc à faire» et cetera. C'est bien quand tu veux vendre des formations, c'est bien quand tu veux faire, du dropshipping et cetera. Quand tu as des quand tu as une vision plus grande, je pense que c'est quand même important d'être dans les grandes écoles, mais il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas perdre cette créativité-là, cette faim, pas rentrer dans les métiers, du conseil ou de la finance par dépit. Toi, par exemple, tu es dans la finance, mais ça fait un bon moment quand même que tu es intéressé, par ces domaines-là et tu t'es plus, dans ce domaine-là. Tu as énormément d'expérience. Moi, j'ai bien sûr envie de tenter la finance et cetera, mais est-ce que j'ai envie de me perdre dans la finance? Je pense pas. C'est justement pour ça qu'il faut réussir à avoir du recul. Je pense que le recul, c'est le plus important. Heu, on est souvent la tête dans le guidon, heu, souvent et même à Paris, en fait, je le vois encore plus. Ouais. Ça bouge énormément, on est énormément la tête dans le guidon. Faut réussir à se poser, prendre du recul sur la situation. Comme j'ai dit tout à l'heure, savoir pourquoi on a commencé. Hem, c'est par là qu'on réussit, il me semble. Il y a un peu une dichotomie en prépa. Il y a des personnes qui sont très, book smart, hein, pour utiliser un anglicisme et ça fait pas des bons entrepreneurs, mais ça fait des excellents exécutants qui vont, dans les métiers de conseil et de finance parce que là, il faut être un très bon exécutant, en tout cas au début de carrière. Mais à la fois, ça apprend pas mal de choses, d'abord à réfléchir, à prendre du recul, à questionner, à problématiser et avoir de la résilience qui sont quand même Mmh. très importants pour, être entrepreneur. Mmh. Donc en effet, le modèle français actuellement, bon, c'est quand même faut passer par les bonnes écoles, avoir fait prépa, c'est mieux pour entreprendre, pour lever des fonds et cetera. Mmh. Mais il faut pas perdre ce petit truc-là, un peu voyou, un peu street smart et un peu avoir faim. Parce 100. que je vois beaucoup de personnes qui montent leur boîte dans les grandes écoles, ils sont vraiment focalisés produits, ils veulent faire un truc parfait, avant même de tester le marché Oui, et il faut pas perdre ce petit truc-là ouais, de voyou un peu. oui. Bah, si tu regardes bien, les podcasts, qui tournent, d'entrepreneurs qui sont passés par les grandes écoles, ils ont quand même ce côté-là où, certes, c'était des très bons élèves, ils avaient des bonnes notes et tout, mais c'était pas les bons élèves. C'était pas les mecs qui rentraient dans les clous, et souvent ils avaient un truc différenciant. Heu, j'en sais rien, peut-être qu'ils étaient un peu, pas autistes, mais tu vois, ils avaient tous une certaine particularité. Soit ils venaient de tout en bas, Ouais. soit ils avaient une vision plus grande, soit ils sont pas plus dans ce qu'ils faisaient. Ils rentraient pas dans les clous et en fait, c'est ce qui fait un entrepreneur, il me semble. Tu peux pas faire ce que tout le monde fait et réussir dans l'entrepreneuriat. C'est impossible, il me semble. Sinon tu réussiras, mais toi, tu atteindras jamais Mmh. une vision grande échelle. Il faut sortir des clous. Hem, Est-ce que tu es un peu Nietzschéen là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il faut devenir ce qu'on est? Assumer ses différences et être un peu bizarre et pas grave? quand je suis rentré en prépa, j'avais un peu de mal à m'assumer. Heu, je venais souvent avec ma petite chemise, j'étais content d'être en prépa, d'étudier et cetera. Au bout d'un moment, surtout les vacances, d'avril, il me semble, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas moi». Je me suis un peu remis en question. Je me suis dit qu'en fait, j'avais pas envie de rentrer dans ces clous-là, que j'ai jamais été en fait ce Ramzan-là. Donc pourquoi maintenant le faire? Je me suis remis en question, j'ai pris du recul encore une fois et j'ai, enfin je suis revenu à la base en fait. Je suis revenu à la base, je suis revenu sur, le fait que je suis différent des autres, je le sais et je l'assume.
je lance ma boîte alors que tout le monde dit de pas le faire. Mmh, j'ai souvent eu ce truc-là d'essayer d'être différent, je pense et ça se voit souvent dans le profil d'entrepreneur. Souvent, tu essaies d'être différent, de pas rentrer dans les clous, de pas être dans la masse et c'est hyper important de s'assumer. Est-ce que pour Aujourd'hui toi, tu penses que c'est utile d'avoir un petit peu les 2 casquettes? Tu viens à la fois d'un milieu difficile, donc tu as pas de difficulté à faire du lien avec des entrepreneurs qui viennent du même milieu que toi, mais à la fois aussi, tu viens du milieu prépa grande école qui te permet de parler à des gros corporates? 100. Aujourd'hui, quand je suis dans les couloirs de l'ESCP et que je parle avec des personnes, faut que j'arrive à avoir quand même cette casquette de mec sérieux qui est passé par les grandes écoles, qui sait s'exprimer pour justement aller voir le cliché du Louis du XVI, qui est dans cette école-là, qui a papa et maman qui sont bien placés, pour justement réussir à avoir des nouvelles opportunités. C'est hyper important d'avoir cette casquette-là, assez difficile à l'avoir, pour être tout à fait honnête parfois, mais il faut le faire et en fait, l'entrepreneur a souvent ces différentes casquettes-là. Quand je vais voir un client supposons que je vais voir, Virage Prépa pour un projet, l'approche que j'aurai est pas du tout la même que quand je vais aller voir une personne qui a une agence de consulting ou qui travaille dans la finance, par exemple. Mmh. Il faut réussir à avoir ces différentes casquettes-là, sans se travestir. Ça, c'est très important. Faut pas se travestir non plus, réussir à toujours avancer la vision qu'on a. Ce qu'on va faire souvent quand et c'est souvent ce que font, les freelances, j'ai vu, c'est qu'ils vont un peu se maquiller, pour, plaire, aux clients, accepter des trucs qu'on ne veut pas faire, qui sont pas vraiment dans les valeurs qu'on avait ou tu vas me dire, pourquoi dans le design il y a des valeurs? Mais, il y a quand même des projets, qu'on n'accepte pas pour des raisons éthiques. Par exemple, j'en sais rien, enfin pas éthique, mais j'ai pas d'expertise dans ce domaine-là, je vais pas taffer sur ce projet-là, je ne crois pas en ce projet. Parfois ça arrive, il y a des designers qui ne croient pas au projet. J'ai vu un post défiler récemment qui disait qu'en gros, 95 des boîtes avec lesquelles, ont travaillé un certain designer, ont tous coulé et nous on a envie d'un peu lutter contre ça. Donc avant de faire un design et avant même de commencer la mission, tu t'intéresses à la fois au secteur, à Oui, la fois au client, à la fois à sa boîte, parce que tu considères que la forme, c'est un peu le fond qui remonte à la surface, quoi? oui. Indirectement, on fait un peu de la stratégie un peu avec le client. Mmh. Souvent quand je parle avec un client, c'est ce qu'on a fait récemment, là j'ai eu un call, juste hier. Je lui ai demandé dans quelle marche il était, sa vision à long terme, ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui l'étape enfin le enfin, oui, l'étape qu'il va passer demain, en gros la mission qu'il a demain, ce qu'il va mettre en place et en gros, à partir de là, on sait à peu près, si la personne va réussir ou pas. Si ça va couler dans les 6 prochains mois ou pas. On n'a pas envie d'accompagner une personne, s juste pour lui faire un site internet pour la facturer, juste pour lui faire un logo joli, Ouais. qu'on va lui facturer. On a ce côté-là et c'est pour ça que ça s'appelle scalable, en fait. Mais c'est aussi dans ton intérêt parce que si tu accompagnes une boîte qui coule dans 6 mois, c'est pas 100 bon pour toi. 100. Bien sûr. Là, sur mes case, study, enfin sur les boîtes qu'on a Ouais. accompagnées, ce qu'on fait très souvent dans la présentation et il y a mon site internet qui va être, dans la bio justement qu'on a fini de développer. Je vais montrer à chaque fois, sur chaque projet qu'on a accompagné, qu'on a entrepris, les 2 premières slides, enfin la première slide, ça sera le logo de la personne, la deuxième slide, ça sera les performances. Ce qui s'est passé entre, avant le rebranding, enfin, pré-rebranding, post-rebranding, on regarde les résultats, souvent sur une période de 3 mois et là, on voit réellement, en fait, comment on rend scalable une entreprise à travers le design et ça marche non seulement avec les petites boîtes, c'est ce qu'on a fait au début, en fait, on accompagnait des personnes qui venaient tout juste de se lancer et ça aide notamment et si c'est un conseil que je peux donner en plus, c'est que quand on commence, essayez d'aller voir des personnes qui sont dans la même situation que vous parce qu'elles vous comprendront plus vite, elles vous répondront plus vite parce qu'elles aussi, elles démarchent des personnes sur LinkedIn, par mail et cetera. Elles se prennent, des recals elles aussi. Donc elles comprennent votre situation, donc allez voir ces personnes-là. C'est ce que j'ai fait moi au début. Mon premier client, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur un Discord, d'entrepreneurs. J'ai fait la liste en fait des personnes qui étaient dans ce Discord-là. En fait, c'était un Discord, pour passer de 10 000 à 100 000 € de chiffre d'affaires si je dois résumer le truc. J'ai pris la liste des personnes, j'ai fait un Google Sheets en mettant le branding le plus pourri tout en haut. C'était une cinquantaine de personnes. Sur les 50 personnes, j'ai reçu 49, j'ai eu, des refus. Soit, j'ai été ignoré, soit la personne me dit non et la personne qui avait le branding le plus pourri m'a répondu. On a fait un rebranding et je mets l'exemple, on va voir l'exemple là de suite, des résultats. Ça a très bien marché.
Donc voilà, c'est à travers, ces étapes-là qu'on rend une boîte scalable, quoi. OK, est-ce que parfois tu regardes aussi des choses, un petit peu extérieures aux chiffres? Parce que bon, les chiffres, c'est un peu comme un bikini. Ouais. Ça montre tout, mais ça peut aussi cacher l'essentiel. Aujourd'hui, nous, pour l'instant, je vais pas te mentir, nous, pour l'instant, on se base que sur les chiffres parce qu'on a quand même, enfin là, on va bientôt avoir 2 ans d'expérience, mais c'est quand même assez jeune, il me semble. Je vais essayer de rester assez humble et pour l'instant me baser uniquement sur les chiffres. Chercher d'autres, KPI, enfin pas de KPI du coup, mais si on peut dire des Oui, bien KPI, sûr. différents. Pour l'instant, on se base souvent sur les chiffres, mais pas seulement sur des chiffres de résultats de chiffre d'affaires, c'est d'autres chiffres également. On fait des sondages par rapport aux clients. On avait accompagné une boîte, sur un pitch deck et à la fin, on demandait aux investisseurs j'avais demandé aux clients s'ils pouvaient demander aux investisseurs ce qu'ils avaient pensé du pitch deck et on a en fait une sorte d'enquête de satisfaction en fait sur les projets qu'on fait. Donc pour l'instant, je reste sur les chiffres, parce que c'est le plus simple à mesurer, pour même faire des prévisions et cetera, c'est le plus simple. À long terme, est-ce que je vais réussir à avoir d'autres, mesures de réussite de performance? Peut-être, mais pour l'instant, je pourrais rien te promettre. OK, et à terme, est-ce que tu penses pouvoir accompagner des boîtes qui sont en pleine levée de fonds, par exemple, sur leur pitch deck? 100. Tout à l'heure, je t'ai parlé du rebranding et du site internet. On fait le design et le développement, mais le rebranding, en fait, là, je vais essayer de faire court, mais le Faire brand court, ça prend du temps parfois. le branding, c'est pas seulement un logo, c'est pas seulement une couleur. C'est ce que tu vas ressentir dans ton ventre quand tu vas voir une boîte et ça passe aussi par le pitch deck. Ça passe aussi par les posts que tu fais sur Instagram, sur LinkedIn et cetera. Donc à long terme, j'aimerais accompagner, que ce soit du pré-seed, du seed, même la série A, même si dans la série A, le pitch deck compte un peu moins, il me semble. Hem, En pleine levée de fonds, c'est hyper important et c'est ce que je suis en train de faire notamment. Je suis en train de contacter toutes les boîtes qui sont incubées à, la Blue Factory, qui est l'incubateur de l'ESCP, mais j'aimerais, contacter d'autres entreprises qui sont incubées ailleurs. C'est justement notre vision, ce qu'on aimerait faire et c'est justement pour ça que je parlais d'être le repère des écoles de commerce, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour, les boîtes en fait qui se développent dans ces écoles de commerce-là. En fait, il y a tout un monde autour du rebranding et de la stratégie de marque et du développement de site et cetera. Tout à l'heure, tu as parlé des agences, qui parfois faisaient un peu toutes le même travail ou qui étaient pas assez personnalisées et cetera. Est-ce qu'au contraire, tu as des agences, enfin, qui t'inspirent, et dont tu trouves que le travail est vraiment bien? Si je ce problème-là, je l'ai très vu dans les identités visuelles, mais je l'ai aussi beaucoup vu dans le développement de sites internet et dans les sites internet plus globalement. Je pense à Gemeos, c'est, 2 frères jumeaux, ils travaillent très bien, hem et ce que j'aime bien chez eux, c'est que non seulement ils arrivent à déjà ils ont formé une équipe super, ils apportent une touche de créativité, mais ils font des produits qui convertissent. Hem Ils sont bons là-dessus, sincèrement. Donc il y a pas toutes les agences non plus, enfin je vais pas faire la pub de toutes les agences non plus qui travaillent bien, mais il y a pas toutes les agences non plus qui font du mauvais travail, mais il y en a énormément. Il faut être au courant, en fait, de ces trucs-là et ça passe justement par, de la communication, du contenu. Moi, ce que je vais faire après après ce podcast-là, c'est faire énormément de contenu, essayer d'apporter de la valeur pour être un peu cliché Tu LinkedIn. dirais que c'est quoi la part d'agences, bullshit? 80. Je pense, 80, c'est un bon chiffre. C'est une Pareto? Ouais. 80 Ouais, de ouais, ouais. OK. C'est une Pareto. Sincèrement, il y a très, très peu de boîtes. Très, très peu d'agences de rebranding, d'accompagnement. En fait, souvent, ces boîtes-là, elles s'accompagnent comme des accompagnements marketing, mais elles font le site internet et cetera et c'est là-dedans qu'il y a beaucoup de bullshit, mais il y a aussi des agences, simples qui font que du rebranding et aussi c'est énormément de bullshit. 80, c'est un chiffre honnête d'agences bullshit, sur le marché aujourd'hui, que ce soit sur le marché français, mais aussi, anglo-saxon. Bah, écoute, merci Ramzan. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Aujourd'hui, on peut me contacter sur LinkedIn. Dans la description, il y aura, également mon site internet, le site internet de Scalable. C'est quoi ton LinkedIn? Mon LinkedIn, c'est Ramzan Makarel. Je mettrai également dans la bio. En fait, vous retrouverez tout en bio pour, nous contacter. Il y a également mon site internet sur lequel vous pouvez, réserver un call avec, moi de 30 minutes qui est un call souvent stratégique, mais qui peut être aussi un échange, sur, des problématiques design. Mmh et voilà, on vous accompagne, de cette manière-là. Vous pouvez nous contacter quand vous voulez.
OK, et quel titre on donne à ce podcast alors? D'ailleurs, si vous avez des idées en commentaire, hésitez pas. ESCP, entrepreneuriat, pourquoi les modèles d'a pourquoi le modèle d'agence est bullshit aujourd'hui? C'est les idées que j'ai, on Ça peut va parler de tourner autour de l'ESCP. ces thèmes-là. Ouais, ça va tourner autour de ces thématiques-là. Ça se trouve, ça sera rien à voir et j'espère que vous me jugerez pas pour autant.